honneur pour moi de faire le déplacement à Fès pour partager avec vous quelques actions que la DGI compte entreprendre dans le cadre de ses relations avec le contribuable. Vous avez certainement imaginé que nous avons inversé les rôles. C'est l'ordre des experts comptables qui a présenté devant vous la quintessence de cette loi de finances. Moi, je vais parler de l'ordre des experts comptables. Bon, ceci dit, c'est vrai que le choix du thème était un peu difficile parce que la fiscalité, je vis dedans, donc je la pratique pratiquement tous les jours. Et donc je me suis dit, peut-être ce serait plus intéressant d'aborder un autre sujet, bien sûr, qui se rapporte toujours à la fiscalité, mais vu sous un autre angle de vision. Et donc on a tellement parlé de la confiance. On a tellement parlé de la confiance à telle enseigne que je me suis dit, est-ce que finalement, c'est le problème des textes, ou bien c'est un problème de mentalité? Quand je dis mentalité, je ne parle bien sûr pas uniquement du comportement du contribuable, mais bien entendu aussi de celui de l'administration fiscale. Et je me suis dit donc que l'amélioration de la relation entre l'administration et le contribuable, il faut bien le préciser, ce n'est pas uniquement l'apanage du Maroc. Donc c'est une finalité qui est recherchée par tous les pays de la planète. Vous le savez déjà, l'impôt, il met en relation deux acteurs. Deux acteurs qui se veulent être normalement des partenaires. Et cette relation repose sur un principe constitutionnel. C'est l'article 39 qui dispose que tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques. Alors, dès lors qu'il s'agit d'un principe constitutionnel, et si on peut partir de cette définition, on peut imaginer ô combien est primordiale la nature de cette relation et comment il doit être surtout entretenu. Il doit être entretenu pour que les deux acteurs, le contribuable et l'administration, vivent dans l'harmonie et la symbiose. Naturellement, cette relation suppose des droits et des obligations. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il se situe au niveau de l'équilibre entre les obligations et les droits. Si vous cherchez dans Google, vous allez certainement trouver que lorsque les rapports entre l'administration et le contribuable sont déséquilibrés, ipso facto, il y a une pratique qui s'installe, c'est celle de recourir à des pratiques de non-conformité. Et on comprend par là que parfois le contribuable est amené à se faire justice lui-même. Alors de quoi provient ce déséquilibre? Il provient soit des textes législatifs quand ils ne sont pas clairs, quand ils sont entachés d'ambiguïté,
il laisse tout naturellement la voie à l'interprétation. Et on n'a pas besoin, administration et contribuable, d'aller à chaque fois devant le tribunal pour demander l'arbitrage. En principe, l'adage le dit, c'est un peu difficile en matière fiscale, mais normalement, un bon texte se suffit à lui-même. Nous avons également parfois des textes qui ne contiennent pas ou qui n'accordent pas suffisamment de garanties aux contribuables. Et tout naturellement, nous avons également un problème de bonne gouvernance lorsque l'administration, malheureusement, sur le plan opérationnel, pêche par certaines défaillances, notamment les conditions du déroulement du contrôle, le problème de la célérité dans le traitement du contentieux, et puis également, bien entendu, le respect des procédures, que ce soit en matière de remboursement, en matière de restitution, et j'en passe. Il a bien fallu, encore une fois, créer un événement pour réunir tous les partenaires et leur donner encore l'occasion de diagnostiquer cette situation. Vous devinez de quoi je parle, bien entendu, des assises nationales sur la fiscalité. On les a tenues en 2013, et les premières c'était en 1999, mais cette fois-ci on a dû les organiser en 2019, parce qu'il y avait matière à le faire. Et c'était une occasion, bien sûr, pour diagnostiquer le système fiscal, mettre à plat les défaillances qu'il recèle, et puis chercher les aspects d'amélioration. Et nous avons, encore une fois, au cours des travaux des assises, les 14 groupes de travail, on a mis l'accent sur, encore une fois, la nécessité d'améliorer la relation entre l'administration et le consulat. Et tout le monde était unanime pour redéfinir cette relation et la rebâtir sur des bases solides. Ces bases, bien entendu, sont axées sur cette confiance. Tout le monde était convaincu, on est arrivés tous à la conclusion, qu'il ne suffit pas de modifier uniquement les textes. Parfois on les incrimine parce qu'ils ne parlent pas. Mais plutôt il faut modifier, je l'ai dit tout à l'heure, les mentalités. Donc, pour restaurer cette confiance, qui est une grande vertu, la toile de fond qui doit gouverner les rapports entre l'administration et les administrés, il fallait bien entendu converger vers deux finalités. Le contribuable vers plus de conformité, de transparence, et l'administration devait également converger pour plus d'ouverture sur son environnement et également davantage de veille sur l'équité. On ne peut pas gagner ce pari si on ne réussit pas à démystifier l'impôt. Il faut que l'administration, que la société civile, que tous les partenaires, tous ceux qui sont intéressés par le domaine fiscal, il faut que tous qu'on contribue à expliquer que lorsqu'on s'acquitte de l'impôt, en réalité, il faut d'abord qu'on se dise c'est un acte de citoyenneté.
Il ne suffit pas, encore une fois, de parler uniquement du citoyen. Il faut également, chaque fois, parler de l'administration. Et l'administration a le devoir de recouvrer l'impôt, parce que l'impôt appartient à la communauté, mais ils doivent veiller à ce que l'impôt qui est recouvré soit un impôt juste et pas un rond de plus. Payer l'impôt, ça doit être une source de fierté. Et c'est tous notre pari qui est convoité. Mais cela, encore une fois, requiert de l'administration beaucoup de vigilance pour ne pas tomber dans l'abus et l'arbitraire. Et j'arrive donc à la conclusion pour dire que c'est dans ce contexte que la loi de finances pour l'année 2020 a prévu 5 mesures dérogatoires qui ont été présentées tout à l'heure par mon ami Maguili et Sam, qui permettent aujourd'hui aux contribuables la main étendue pour qu'il régularise spontanément sa situation. Et je ne vous cache pas que c'est une opportunité, bien sûr, pour les uns et les autres, pour que nous puissions parler d'une transition vers plus de conformité. L'administration fiscale, elle a le devoir également de s'embellir, de se relooker. Elle a le devoir également de démontrer, plus que jamais, que c'est une administration à qui un rôle est assigné, qui est tout à fait normal, qui cadre bien avec les missions qui lui sont dévolues. Et donc, à mon avis, il faut que l'administration joue d'abord le rôle pédagogique d'accompagnateur. Il faut privilégier le dialogue constructif avant de penser à recourir aux mesures coercitives. Je termine par dire que la confiance ne se décrète pas. Il faut la construire. Pour la construire, on doit être deux à le faire, parce que comme dans un ménage, la confiance s'installe lorsqu'il y a la volonté de part et d'autre. En tout cas, ces deux partenaires, aujourd'hui, doivent saisir cette occasion, cette aubaine, aujourd'hui, qui est offerte par la loi de finances pour l'année 2020. On a parlé tout à l'heure de la loi 4, et tellement on a parlé de cette loi 4 que finalement, certains pensent qu'il va sombrer dans les oubliettes. Non. Je suis là pour témoigner que la loi 4, elle est toujours là. Et bientôt, elle va être mise dans le processus d'adoption. Donc, je dirais, pour le mot de la fin, on doit s'armer de volonté et d'optimisme. Et je suis persuadé, à travers tout ce que je dis, nous pourrons gagner le challenge du Maroc de demain. Des contribuables. Donc il a parlé également, monsieur le directeur, pour le rétablissement de la confiance, qui est un point très important et qui ne peut être atteint que par deux finalités: plus d'équité de par l'administration et plus de conformité de par les contribuables. Donc, aux invités, à la salle. Donc, je crois qu'on va recueillir un ensemble
de questions et les panélistes vont donner la synthèse des questions recueillies par la salle. Donc on ouvre. Et qui encourage la transmission d'entreprise, que ce soit à titre onéreux ou gratuitement, qui encourage l'épargne à long terme. Il faut dire que ces lois de finances, quand il y a une mesure que je n'ai pas présentée tout à l'heure, c'était le relèvement du seuil des plans d'épargne actions d'entreprise de 600 000 à 2 millions de dirhams. C'est une manière de dire qu'on veut encourager l'épargne à long terme, et pas la spéculation. Quelqu'un qui a investi des enfants, par exemple un plan d'épargne action à 2 millions de dirhams, il sera exonéré pour les produits de ce fonds, qu'ils soient produits ou plus-value. Donc effectivement, un travail qui reste à faire, là j'interpelle la Direction générale des impôts, c'est de faire le lien effectivement entre ces mesures. Par exemple, quand j'encourage les particuliers à apporter des biens immeubles, par exemple, à leurs entreprises, ça veut dire de consolider des actifs, on aurait dû effectivement se poser la question après. Quand j'apporte un bien immeuble à l'actif de ma société, c'est très bien. Je suis en train de la rendre plus bancable, plus attrayante pour les investisseurs, pour les fonds, etc. Mais après, il faut quand même qu'on va jusqu'au bout. Et ça, on en parle de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut à la limite autoriser cette entreprise à monnayer ce fonds, à ce terrain. Par exemple, des choses que j'ai dit de haute foi, par exemple, l'autoriser à faire du rémunéré, l'autoriser à faire la titrisation, par exemple, l'autoriser à faire une fusion, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui vient de la restructuration d'entreprise, je m'arrête là, il faut qu'on pense à aller au-delà de la mesure elle-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on se pose la question pourquoi finalement on fait cette mesure. Et est-ce que la mesure telle qu'elle permet d'atteindre l'objectif escompté. Sinon, on va faire des mesures parfois, on va abandonner parce qu'on voit que personne ne s'y intéresse. Et peut-être c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise et quel est le lien entre tous par exemple, le transfert de biens entre sociétés. Et alors, et après le transfert d'un bien d'investissement de société à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je traite l'opération de bout en bout pour pouvoir atteindre l'objectif. Moi, je partage parfaitement cette réflexion. Merci beaucoup. Je pense qu'on, nous, les contribuables, je le dis de manière très claire, on doit quand même continuer à réclamer nos droits. Il faut réclamer cela. S'il y a des abus, dans le terme, il ne faut pas les accepter. Je pense que ça, c'est des messages qui sont aussi importants parce que si il y a des textes qui ne sont pas respectés et qu'on ne réclame pas ces droits, de toute façon, on peut avoir les beaux textes qu'on veut, ça sert à rien. Donc, l'une des recommandations même de la CIG de l'époque, c'est que l'État doit être la loi doit être primer surtout, et l'État doit être le garant du respect de la loi par tout le monde. Je pense que nous sommes interpellés, je dis ça parce qu'il faut qu'on arrête chaque fois de faire des compromis. On a raison une fois, jusqu'au bout on a raison, on n'a pas raison, on n'a pas raison, on avance. C'est comme ça qu'on peut construire un moyen de la confiance. C'est mon point de vue. Après, pour les apports, Karim, la question est précise. J'ai fait un apport, j'ai reçu des actions, et les actions, je les ai apportées en ligne. Est-ce que le sursédant ne veut pas? La question mérite réflexion, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Je pense que ce genre de questions techniques précises sur lesquelles il faut apporter effectivement donc, des réponses précises, parce que sinon, on ne peut pas dire effectivement à quelqu'un, on ne sait pas, et après on verra. Mais il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas encore réglées, qu'il va falloir régler. Le commissaire au compte. Je pense que la déclaration rectificative, le commissaire au compte doit avoir la même attitude que lorsqu'il y a un contrôle fiscal. Je serais mal à l'aise en tant que commissaire au compte si les comptes que j'ai certifiés ont fait l'objet d'un redressement de chiffre d'affaires et que preuve à l'appui, on apporte la preuve qu'il y a eu du noir qui a été réalisé. Indépendamment de la déclaration rectificative. Comme je serais mal à l'aise aussi si demain la déclaration qui est certifiée fait l'objet d'une déclaration rectificative dans laquelle mon client reconnaît qu'il est de chiffre d'affaires qui n'a pas été déclaré. Donc, je pense que
ce n'est pas quelque chose de nouveau, je vais faire la parenthèse, c'est la même attitude par rapport à un contrôle fiscal. Maintenant que le client fasse la déclaration rectificative parce qu'il y a des appréciations, etc., et qu'il veut éviter son risque, je pense qu'il n'y a pas sujet à ce niveau. Les avoirs, les zones franches, oui, je pense, mon compte quelqu'un là, ça va, c'est pas ça du tout à l'heure. Je pense que c'est, M. le Président va parler tout à l'heure, quand vous apportez un nombre de réponses, mais je pense que ce qui nous est reproché, ce n'est pas d'avoir une zone franche. Ils existent partout en Europe. Le problème, c'est que ces zones-là, ils ne doivent pas être des zones destinées à l'exportation. Vous pouvez créer une zone dans laquelle les entreprises s'installent et avoir un taux zéro. Il y a d'autres principes qui sont en train de se développer aujourd'hui. Peut-être qu'on va même dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir des taux bas, même localement. Bon, ça viendra un jour. Mais bon, restons au stade du coup, on peut avoir une zone dans laquelle il y a des entreprises qui sont taxées de manière réduite, mais il ne faut pas que ça soit uniquement pour la partie d'activité tournée vers l'extérieur. C'est ça qui est reproché. Mais la zone en soi n'est pas halal d'avoir, c'est caché. Pour la question des avoirs, la loi est claire, comme vous l'avez dit, et s'adresse aux Marocains résidant au Maroc. Donc c'est deux conditions cumulatives. La régularisation, un Marocain qui réside à l'étranger n'est pas concerné. Un étranger qui réside au Maroc n'est pas concerné. Donc c'est véritablement les Marocains plus résidents au Maroc. Et résidents, c'est résident au sens fiscal du terme. Vous êtes mieux placé pour le définir. Donc s'il y a quelqu'un qui entre deux États, etc., il va falloir qualifier, je vais donner la résidence. Donc est-ce qu'il est résident au Maroc ou ailleurs? S'il est résident ailleurs, il ne sera pas concerné. Donc l'administration sur les avoirs à l'étranger, c'est du Marocain résident au Maroc. Maintenant qu'on dit de nationalité ou pas, ça change rien le sujet. Quand il est marocain connu au Maroc, quand on est marocain, toutes les autres nationalités sont secondaires. D'accord? Donc c'est les Marocains résidents au Maroc et de manière précise. La confiance, je pense, on a parlé, les GAFA. Grand sujet. Lors des assises, plutôt, parce que c'est là où on a la question est débattue, puisqu'il va falloir prévoir certaines impositions pour ces revenus qui sortent du Maroc, les revenus de source marocaine qui ne payent aucun impôt. La réponse que je vais vous donner est une réponse fiscaliste et lecture. Tant que ces gens-là n'ont pas d'établissement au Maroc qui justifie qu'ils payent les impôts au Maroc, ce qui nous reste, c'est les retenues à la source. Or, les retenues à la source, dans beaucoup de cas, ne sont même pas possibles en vertu des conventions fiscales. Donc, le fait de vouloir imposer ces activités, d'abord nécessite effectivement qu'on mette en place au Maroc un dispositif fiscal qui les impose. Il faut-il encore que ce dispositif ne soit pas en contradiction avec les conventions fiscales qu'on a déjà signées, pour certains revenus, parce que ça ne sert à rien de prévoir si la convention qui prime sur le droit interne ne va pas le permettre. D'abord, l'Union européenne, que vous avez cité, ou la France, parce que la France a essayé d'être même en avant par rapport à l'Union européenne de manière un petit peu isolée, c'est des choses récentes. Donc je serais heureux si dans les 3 à 4 ans à venir, donc on aura adopté la même position. Et je pense que ça serait intéressant au courage. L'industrie, le Karakari, l'industrie, c'est pas le problème. On a deux mesures. On a les secteurs industriels qui sont exonérés pendant 5 ans. Je pense 5 ans. Et on a les sociétés industrielles qui bénéficient de taux marginal réduit. Donc on peut avoir des sociétés qui ont les deux. D'accord? Normalement, taux marginal réduit de 28%, c'est toute entreprise industrielle avec la définition globale et générale qui est dans le texte, où le travail est essentiellement grâce à des moyens de production, matériels, etc. Et l'autre, c'est une liste
nominativement presque du secteur d'activité. Donc on peut avoir des entreprises qui sont dans l'exonération totale, qui ne sont pas automarginales de leur truc. On peut avoir d'autres qui n'ont pas l'exonération, mais qui bénéficient d'un truc, etc. Donc il faut voir au cas par cas, je n'ai pas les listes devant moi, mais la logique est assez claire. Voilà donc les idées de réponse pour apporter. Une chose, c'est que vous savez que c'est la deuxième sortie de la DGI après celle d'hier, avant-hier avec l'ordre des experts comptables. Nous sommes dans une phase de recueil des questions particulières et des cas spécifiques. Il y a encore un guide qui va sortir bientôt et qui va apporter toutes les clarifications et tous les éclaircissements concernant les questions qui sont vraiment très particulières. Je ne dirai pas plus que ce qu'a dit donc c'est Maguili et M. Lid. Je voudrais juste revenir sur deux points. Celui de la relation avec l'Union européenne, il me semble que des fois il y a des analyses qui sont réductrices. Ce n'est pas une relation Maroc-Union européenne, c'est une relation Union européenne avec le reste du monde. Là, il faut le préciser. Ce n'est pas le Maroc qui a été sélectionné comme ça, comme un pays, où l'Union européenne est venue exiger un certain nombre de choses. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, l'Union européenne a fait la même chose avec la Corée du Sud, la même chose avec la Turquie, la même chose avec la Tunisie. La Tunisie a revu de fond en comble son système fiscal pour rentrer dans l'ordre. Le Maroc, c'est le pays qui résiste encore parce que il y a des règles fiscales internationales qui s'imposent à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne. Vous êtes trompez-vous, il y a également le CDE qui est derrière. Comme l'a dit tout à l'heure, M. Philippe, il a si bien clarifié les choses. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est votre partenaire. Vous fabriquez des produits au Maroc, vous exportez en Europe, et vous pratiquez un taux bas sur le même produit qui est destiné à l'exportation. Eux, ils considèrent ça comme étant une pratique fiscale dommageable. Parce qu'entre eux, ils ont mis 20 ans pour bannir ces pratiques. Aujourd'hui, vous avez le pays, c'est quoi l'Angleterre, l'Irlande. Alors l'Irlande, aujourd'hui, a un TIS de 12%. Et pourtant, ils sont vraiment dans le confort total. Pourquoi? Parce qu'ils avaient également un taux de 35% auparavant. Et l'Union européenne a exigé que l'Irlande fasse l'effort pour instaurer un taux unique. Qu'a fait l'Irlande? Eux, ils croyaient que l'Irlande allait converger vers un taux médian, donc vers 24, 25, 22. Ils ont tout simplement surpris en supprimant le taux de 35% et en maintenant le taux de 12%. Pour tout le monde. On sait pertinemment qu'il y a des... Nous sommes en train d'y penser. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème des zones franches, zones industrielles. Le problème, c'est qu'on vous dit clairement, vous ne pouvez pas produire dans votre pays un produit. Quand il est vendu chez vous, il est à 31%, et quand il est exporté chez nous, il est à 8,75%. C'est une concurrence fiscale qui est considérée comme étant déloyale. Mettez 12%, mettez 10%, mettez 8%, ça c'est vous qui déciderez. Vous êtes souverain. Mais on n'accepte pas qu'il y ait une dualité de taux lorsqu'il s'agit des mêmes produits. Donc nous composons, bien entendu, avec ce partenaire parce que nous exportons vers l'Union européenne. Et donc, nous avons intérêt, bien sûr, à défendre nos intérêts. Nous essayons de le faire de manière intelligente. Nous demandons et nous continuons à exiger
du temps pour que ça se fasse, bien sûr, dans la douceur et pour que les opérateurs économiques marocains s'intègrent bien dans cette vision. Mais lorsque nous avons décidé, dans le cadre des assises, qu'il y ait une baisse de l'IS, aujourd'hui, c'est acté au niveau de la loi de finances 2020, et ça va apparaître également au niveau de la loi 4. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a une tendance à la baisse de l'IS. Le Maroc doit composer avec cette tendance. Et donc, c'était juste pour vous dire qu'en principe, l'Union européenne a exigé de plus que 60 des pays de se conformer aux normes de l'Union européenne. Alors pour la fiscalité des GAFA, j'ajouterais juste que ce n'est pas une question de volonté. C'est d'abord une question, bien entendu, des conventions fiscales internationales de nombre de impositions, mais c'est également aujourd'hui une question qui est posée à l'échelle planétaire. Alors si vous suivez encore l'actualité, pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion auquel le Maroc a pris part et nous avons bien entendu été représentés par un collaborateur de la DGI. C'est justement pour participer à une discussion aujourd'hui qui vont certainement aboutir à une répartition de ce gâteau, mais bien entendu en concertation avec le pays pourvoyeur, parce que c'est une question aussi de rapport de force. Bon, la France a fait ce qu'elle a fait, mais ne croyez pas que c'est quelque chose de gagné, loin de s'en faut. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui cherchent également leur part dans ce gâteau. Je fais allusion à l'Inde. Et donc le Maroc fait partie de ces pays aujourd'hui. Ils sont en train d'essayer de rallier tous les pays aujourd'hui qui veulent également donc, profiter donc, de ce gâteau. Et donc on attend l'aboutissement de ces discussions qui aujourd'hui, je crois qu'elles sont à un stade très avancé. Et on verra donc l'issue de ces discussions.